Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Triple H est probablement l'un des plus grands stratèges que l'industrie du catch n'ait jamais connu. C'est quelqu'un qui a toujours parlé à la bonne personne, c'est quelqu'un qui a toujours su s'entourer des bonnes personnes et se rendre indispensable aux yeux du pouvoir pour qu'au final il devienne ce même pouvoir. C'est un jeu politique auquel Triple H a su très bien le jouer, que ce soit pour le bénéfice de certaines personnes ou que ce soit pour le négatif d'autres personnes. Et c'est sur cet aspect qu'on va se concentrer dans cette vidéo. Les personnes qui ont été victimes des politiques assez controversées de Triple H. Et d'ailleurs, on va parler de tout ça en deux parties. Il y a premièrement la partie qui concerne la carrière de Triple H et la seconde partie qui concerne Triple H en tant que booker. Parce que, bon Dieu, il y en a beaucoup de gens qui l'ont enterré. Pas non plus dans sa carrière, mais aussi en tant que booker. Donc ouais. Donc on va d'abord commencer avec la partie qui concerne sa carrière. Déjà, premièrement, il y a des gens qu'il a essayé d'enterrer un peu indirectement. Donc, premièrement, il y a DDP, Diamond Dallas Page, de la WCW. Bon, c'est bizarre de dire que là, maintenant, il est beaucoup plus connu pour le DDP Yoga que pour son run dans le catch. Mais voilà, bref. C'était quand même un assez gros nom à la WCW dans la fin des années 1990. Mais voilà, la petite histoire entre DDP et Triple H, en fait, c'est que vers 1996, 1995, en tout cas, c'était à partir du moment où Triple H était encore nouveau à la WWF. Triple H, en fait, avant de adopter le pedigree en tant que son finisher, qui sera plus tard iconique, mais en fait, Triple H, il a opté pour faire un cutter comme prise. Bon, le cutter, hein, c'est pas DDP qui l'a inventé, hein, si je me trompe pas. T'avais déjà Johnny Ace qui faisait le cutter, hein, donc. Mais en tout cas, DDP était l'un des premiers à avoir popularisé la prise. Avant que Randy Orton commence à faire le cutter et puis que ça devienne le RKO et que ça devient un mime en 2015, mais bref. Et du coup, en fait, DDP, il a appris que Triple H faisait le cutter et il a un peu interpellé Triple H de arrêter de faire sa prise. Et Triple H, il a arrêté de faire la prise. Et c'est tout, en fait. C'est à peu près tout, hein. Donc celui-là, c'est pas vraiment une tentative d'enterrer quelqu'un. Je pense que c'est plus Triple H qui essayait de trouver une prise. Après que DDP la faisait, il s'est dit, ah merde, bon ben, DDP il est peu chiant en tant que star à la WCW, donc si je fais son cutter, en fait, c'est trop flagrant que je le plagiat, donc on va éviter ça. Mais ce sera pas le cas pour la seconde personne qui rentre dans la même catégorie de enterrement indirect, c'est Shane Douglas. Donc Shane Douglas, en fait, c'est un catcheur qui était à la WWF durant cette période bizarre où genre ils étaient un peu dans l'idée de la nouvelle génération après le procès de stéroïdes de 94. Et du coup, en fait, c'était une période assez bizarre où t'avais encore des gimmicks étranges avec les catcheurs qui prétendaient d'avoir un job part-time en dehors du catch. Genre, t'avais des plombiers, des pompiers, des bûchers, des voleurs, des policiers, bref. Et du coup, Shane Douglas, il ne faisait pas exception à cette règle, en fait, parce que lui, il était professeur à la WWF. C'était une gimmick assez merdique, hein, parce que, voilà, elle est pas très mémorable. Et le run de Shane Douglas à la WWF n'a pas vraiment duré. À part le fait qu'il a été champion intercontinental pendant genre 2 heures avant de se faire squash par Scott Hall. Mais bref, c'est plus par rapport à son run à la ECW que Shane Douglas va vraiment montrer à quel point c'est un excellent personnage. Parce que Shane Douglas à la ECW, il va se rebrander en tant que The Franchise. Et The Franchise, en fait, quand tu mets photo de Shane Douglas en 1998 et qui était managé par Francine à ce moment-là, et genre tu le mets à côté d'une photo de Triple H après SummerSlam 1999, hein, c'est littéralement un plagiat. C'est littéralement une photo similaire. Parce que Triple H l'a entièrement plagié Shane Douglas de ECW en 1998, en fait. L'idée du personnage The Game, en fait, c'est à peu près le même substitut du personnage de The Franchise, en fait. Il a volé la même manière de cutter une promo. Bon, Shane Douglas, il cut une meilleure promo que Triple H, hein, il est beaucoup plus divertissant. Parce que bon, Triple H, hein, les promos méthodiques,
de 10 minutes où il commence à faire un recap de ce qui s'est passé la semaine dernière, puis de parler de à quel point je vais te botter le cul, The Rock, à quel point je vais te botter le cul, Mick Foley. Bref, ça n'atteint même pas le niveau d'un Shane Douglas, hein. Mais du coup, Triple H, vers fin 1999, 2000, il devient le fiancé kayfabe de Stephanie McMahon. Et en fait, ça devient littéralement un rip-off de Shane Douglas et Francine, en fait. Genre, tu fais photo des deux trucs, en fait. Il y a un truc qui est arrivé un an avant, et ils refont la même chose du côté de la WWF. Bon, je vais quand même le dire, hein, Triple H a l'air plus d'un main eventer que Shane Douglas. Hein. Ça faut quand même le dire, mais quand même. Triple H a littéralement plagiat l'entièreté du personnage de Shane Douglas, en fait. D'une moins bonne manière, à mon propre opinion. Parce que Triple H, il a adopté la manière de parler un peu plus grincheuse comme ça, de manière un peu plus grave. Il commençait à s'habiller littéralement de la même manière que Shane Douglas. Genre, en fait, le gars, il plagiait Shane Douglas, en fait. Genre, simplement parce que la ECW, à ce moment-là, en fait, c'était juste la compagnie mineure par rapport à la WWF. Donc au contrario de DDP, hein, quand il a essayé de voler une prise, et que la WCW était bien comparable à la WWF à ce moment-là, mais là, Triple H, dans ce cas de figure, en fait, il a volé l'identité d'une personne à la ECW, qui était une compagnie qui n'a jamais été au même niveau que la WWF, WCW. Et du coup, il s'est dit que, ben si je prends cette gimmick, en fait, j'aurai pas de problème pour passer inaperçu, en fait. Donc ouais, Triple H, il a quand même bien réussi à jouer son jeu, hein, parce qu'il a réussi à passer inaperçu en volant littéralement l'identité d'un catcheur de la ECW. Tu vas me dire que rien n'est original dans le catch, ouais, c'est vrai. Ric Flair, il a repris la gimmick de Buddy Roger, The Nature Ball. Tu vas me dire, Stone Cold, il a des dérivés de Sandman, de la ECW. The Rock, il a repris des traits un peu de son propre père, Rocky Johnson. Donc ouais, rien n'est original dans le catch. Mais bon, reprendre l'entièreté de la gimmick de quelqu'un dans une autre compagnie, et puis faire ça d'une moins bonne manière, et puis prétendre en plus de ça que c'est original, c'est... voilà quoi, là j'ai un problème quand même. Hein. Mais voilà, là c'est déjà tout pour la catégorie de personnes qui ont été indirectement enterrées par Triple H. Parce que Triple H n'a jamais crédité Shane Douglas hein, par rapport au fait qu'il a littéralement volé son identité. Hein. Et bref, là on va passer sur les catcheurs que Triple H a enterrés. Donc du coup, l'une des premières personnes que Triple H a enterré, en fait, c'est Bret Hart. Et pour Bret Hart, j'ai envie de dire, c'est quand même un peu justifié. Du coup, à ce moment-là, Bret Hart, en 1997, il avait déjà un peu de la hit avec DX et tout ça. Et il avait son contrat qui commençait à expirer. La WWF, Vince McMahon, voulait renouveler son contrat. Et il voulait renouveler son contrat dans un contrat de 10 ans où il était garanti d'avoir 10 millions d'euros en 10 ans. Bref, je pense que c'est un truc comme ça, mais voilà. Donc du coup, je répète, Bret Hart avait de la hit avec Shawn Michaels. Et du coup, par même l'extension, l'entièreté de DX. Il y avait un moment où Triple H avait proposé à Vince d'avoir une victoire clean sur Bret Hart. Bret Hart qui, à ce moment-là, en fait, il était, si je me trompe pas, champion du monde et devait affronter Shawn Michaels dans le pay-per-view qui suivait. Et du coup, Bret Hart, en entendant ça, il a halluciné, en fait. Et il s'est dirigé vers Vince pour le dire qu'en fait, c'était totalement insensé hein, de perdre face à Triple H qui, à ce moment-là, était un mid-card jobber, en fait. Et Vince McMahon, il a comme eu un moment de lucidité et puis il s'est dit « Ah oui, putain, il a raison, en fait !» Et du coup, il a changé la décision du booking du match. Et Triple H, en fait, il était totalement décomposé en entendant ça aussi. Et le match, en fait, au final, Triple H avait gagné par disqualification ou décompte à l'extérieur, bref. C'était une tentative de Triple H de se mettre en avant, donc je peux pas vraiment blâmer Triple H. Hein. À ce moment-là, c'était un mid-card jobber. Et il revenait de cette période où il était un jobber pendant 1 an, suite à l'incident du Curtain Call. Donc, Triple H qui essaye de utiliser la politique pour mieux se mettre en avant, mais c'est justifié. Surtout que à côté de ça, mais Bret Hart était celui qui était pas loyal à la WWF et qui allait se casser, alors que Shawn Michaels et Triple H, ben ils étaient loyaux à Vince McMahon et ils étaient là pour rester. Donc ouais, ça fait un peu de sens, mais voilà quoi. Et aussi, de ce que j'ai entendu, Triple H était la personne qui a donné l'idée du Montreal Screwjob. Donc ouais, c'était encore un autre moyen de se mettre encore plus en avant
et se rendre beaucoup plus indispensable dans les yeux de Vince McMahon. Bref, gagner sa confiance. Et ça a marché. Il a réussi à gagner sa confiance. Et par 1998, il était déjà dans les bureaux créatifs. Donc voilà quoi. Donc celui-là, il est quand même justifié. D'ailleurs, en parlant de Bret Hart, mais la personne qui suit, c'est directement son frère, Owen Hart. Donc pour la remise en contexte, en fait, suite au Montreal Screwjob, toutes les personnes de la Hart Foundation se sont cassées. Donc Davey Boy Smith s'est cassé, Bret Hart s'est cassé bien sûr, Jim Neidhart il s'est cassé. Bon, il est resté un petit peu plus longtemps, dans le sens où il a teasé un truc avec DX, puis après il s'est fait expulser dans un segment d'humiliation, bref. Et du coup, Owen Hart est le seul qui est resté au final. Et Owen Hart, il est revenu en attaquant Shawn Michaels dans un Raw aléatoire. Et il était rebrandé en tant que The Black Heart. Et genre à ce moment-là, Owen Hart, il était massivement over en fait. Tu peux même argumenter que c'était le troisième babyface le plus over de la compagnie derrière Austin et Undertaker. Et que tu peux voir la réaction qu'il a eu dans le Royal Rumble 98 quand il a éliminé Jeff Jarrett, ça c'était... c'est juste massif. Et bref, de toute cette popularité que Owen Hart avait suite au fait que c'est le seul Hart restant de la WWF et qu'il veut prendre revanche sur Shawn Michaels, mais c'était du coup la seule chose logique à faire, mais ils ont pas fait ça en fait. À la place, ils ont décidé de mettre Owen Hart dans une rivalité pour le championnat européen de Triple H en fait. Et cette rivalité, elle était assez absurde, hein, dans le sens où genre, en fait, Triple H n'a jamais eu de match vraiment où il a mis over Owen Hart. Vu que il y a un match, je pense qu'ils ont eu, et genre Triple H l'a gagné, suite à l'intervention de Chyna, et un autre en fait où il devait avoir une revanche où Owen Hart devait perdre, et Triple H s'est blessé la jambe, donc du coup, ils ont eu Goldust déguisé en Triple H, et Owen Hart l'a battu pour devenir champion européen. Et en fait, Triple H n'a jamais mis en avant Owen Hart. Et il y avait des segments où il humiliait Owen Hart en l'appelant le Nugget en fait. Donc ça n'aidait pas vraiment à le mettre over. Et genre ça l'a rabaissé au niveau de Triple H qui à ce moment-là était un mid-carder qui arrêtait pas de se blesser en fait. Donc voilà quoi. Ils ont vraiment détruit le momentum de Owen Hart en le rabaissant à ce niveau. Donc voilà. Du coup le catcheur qui suit c'est The Rock. Que du coup Triple H et Shawn Michaels ont essayé d'enterrer à ses débuts et enterré durant son ascension en fait. Mais genre The Rock était tellement mieux en fait, il était tellement plus talentueux que les deux qu'il a réussi à être over malgré le fait que il y a ces deux qui ont essayé de l'enterrer en fait. Parce que The Rock est devenu organiquement over, il n'a pas essayé de sucer le cul de Vince McMahon pour être dans la position dans laquelle il n'est pas parti marier la meuf du patron pour être dans la position dans laquelle il est juste extrêmement talentueux. Parce que de base, en fait, le push que The Rock il a eu vers Survivor Series 1998, c'était censé être Triple H à sa place. Et ce qui s'est passé après le match qu'il y a eu entre les deux à SummerSlam 1998, le match à l'échelle entre les deux, qui est d'ailleurs un excellent match, hein, je vous invite à le voir. Mais en fait, Triple H il s'est blessé la jambe en fait par la suite. D'ailleurs, Triple H il a plein de blessures à la jambe, c'est presque comme si c'était une malédiction. Mais bref, du coup, c'est The Rock qui a eu le push. Parce que Shawn Michaels, il n'arrêtait pas de forcer à Vince McMahon de pusher Triple H. Et du coup, Triple H, il se blesse. Et du coup, The Rock, il reçoit ce méga push en étant le champion corporate de Vince McMahon à Survivor Series 98. Et du coup, quand Triple H revient de blessure vers fin 98 et qu'il tourne sur DX à WrestleMania 15, mais du coup, il rejoint la corporation et il est clairement présenté comme inférieur à The Rock, en fait. Et du coup, The Rock, il est devenu tellement bon en tant que heel que les fans ont naturellement commencé à connecter avec lui, il est devenu face en fait. Donc son run de heel, il n'a même pas duré tellement longtemps, mais du coup il s'est établi en tant que plus gros face de la compagnie. Et du coup Triple H par la suite, il va quand même avoir son push dans le main event, du coup à SummerSlam 1999. Mais il va pas gagner ce match, hein. Ce qui va se passer c'est qu'Austin ne va pas vouloir le mettre en avant. Et du coup il va préférer perdre face à Mick Foley dans un triple threat où Triple H était aussi dedans. Et Stone Cold va se faire river les épaules par Mick Foley. Et du coup, Triple H va battre Mick Foley en 1 contre 1 le round d'après pour le battre pour le championnat de la WWF. Bref, ça c'est une autre histoire, mais voilà. Mais d'ailleurs, en parlant de Mick Foley, justement, c'est incroyablement dingue à quel point Mick Foley a dû mettre de sa personne pour essayer de mettre en avant Triple H en tant que ce méga heel, en fait. Et je vais donner crédit parce que ça a quand même marché, mais bon, Mick Foley... il a littéralement perdu tous ses matchs qu'il a eu contre Triple H, en fait. Tous les matchs qu'il a eu contre Triple H, c'est juste Triple H qui le détruit, en fait. Il fait passer à travers la table des annonceurs,
il le fait des pedigreen sur des punaises, il le fait passer à travers la cage à l'innocel, et il met fin à sa carrière à No Way Out 2000. Bref, Mick Foley a grandement contribué à aider Triple H pour être mis en avant en tant que excellent heel. Mais du coup, Mick Foley a été utilisé comme un total paillasson en fait pour Triple H de marcher dessus, détruire et juste le jeter par la suite en fait. Donc ouais, c'est un peu enterrer Mick Foley juste pour mettre en avant Triple H. Mais voilà, bref. Et je vais quand même dire que Triple H, de manière visuelle, ça fait juste du sens de le voir tabasser Mick Foley et le battre. Donc voilà, mais bref. Du coup, ce qui suit en fait là, c'est l'une des victimes de Triple H dont j'ai l'impression qui est le moins parlé dans les conversations de « Triple H a enterré ci, Triple H a enterré ça ». Parce que quand on pense à Triple H qui enterre des gens, on pense directement au règne de la terreur. Mais juste avant, en 1999, il y avait un catcheur nommé Test qui a littéralement été utilisé par Triple H comme plateforme pour encore plus s'élever dans le main event. Bon, je vais pas le faire en très lent parce que sinon la vidéo va durer 1 heure, hein. Mais Test, c'était un catcheur canadien qui avait fait ses débuts à la WWF en fin 1998. Si je me trompe pas, pour être le enforcer de la stable de The Corporation. De base, en fait, il y avait l'idée que Test devait être le enforcer de DX, mais les membres de DX ont dit non, on veut pas de lui. Et du coup, il a été envoyé dans The Corporation à la place. Et du coup, le pic de la carrière de Test, en fait, c'est le fait qu'il était le fiancé kayfabe de Stephanie McMahon et qu'il commença à devenir méga over. Donc il y a de quoi avoir des insécurités contre Triple H parce que Test, c'était quelqu'un qui était beaucoup plus énorme physiquement que Triple H, il était beaucoup plus jeune que Triple H, il avait un meilleur look que Triple H, donc Triple H, dans cette idée-là, il s'est dit que qu'est-ce que je peux faire pour me débarrasser de ce type? Et en fait, bizarrement, en fait, il y a plein d'étoiles qui se sont alignées en fait pour donner plein d'avantages pour Triple H à reprendre le contrôle en fait. Déjà, premièrement, c'est octobre 99, Vince Russo il se casse de la WWF pour aller à la WCW. Et en fait, Vince Russo à ce moment-là, il était en plein en train d'écrire la storyline du mariage de Test et Stephanie en fait. Et en fait, la storyline n'était pas finie. Et du coup, ça laissait un blanc aux écrivains en fait qui ne savaient pas quoi faire pour la suite. Secondo, Test était considéré comme un peu un têtu backstage. Et contrario de Triple H qui était un lécheur de cul, Test n'était pas un lécheur de cul. Et du coup, en fait, disait les choses comme il le sentait. Et quand il y avait des choses qui ne le plaisaient pas, en fait, il était en mode « ouais, ça me plaît pas ». Et ça a énervé les gens au booking, tout ça, Vince McMahon, bref. C'est pour ça, d'ailleurs, le booking de Test, à partir de SummerSlam 99 à novembre 99, il est extrêmement bizarre. Il est vraiment bizarre son booking. Genre, il y a des moments où il job clean face à D'Lo Brown. Et la semaine d'après, il pin clean Triple H. Mais bref, c'est pas le sujet. Mais bref, vu que Triple H était mieux vu backstage, en fait, Triple H a eu l'idée de voler la storyline de Test. Et du coup, il y a eu ce fameux segment où Triple H, il a Bill Cosby et Stephanie McMahon. Bref. Et il a forcé Stephanie McMahon à un mariage. Puis après, ça a mené à Vince McMahon contre Triple H, à Armageddon 99. Bref. Et Stephanie McMahon tourne heel sur Vince McMahon. Et du coup, Stephanie McMahon et Triple H règnent ensemble pour donner cette période horrible de The McMahon-Hemsley era. Oh my god. Et Test, au final, en fait, il se fait totalement enterrer dans l'affaire. Non seulement le gars, il se fait cac, et en plus de ça, il se fait totalement enterrer parce que il y aura aucun payoff pour Test par rapport à ça. Et en fait, ça donne juste l'idée que Test, en fait, il paraît pour une tapette parce qu'il veut pas confronter Triple H. Et puis après, il est mis dans la division hardcore, la division des jobbers, hein, mais bref. Avec Crash Holly, c'était marrant, mais bref. Il perd face à Crash Holly, le champion hardcore. Puis après, il est mis en équipe avec Albert, avec Trish Stratus, dans l'équipe TNA. Mais bref, à ce moment-là, Test n'a plus atteint le niveau auquel il était à peu près promu en 99, quoi. Test, à ce moment-là, en fait, il était vraiment à un point où
il pouvait être champion du monde à n'importe quel moment en 99. Mais bref, c'est pas arrivé. Et la cause est un peu un gros facteur du fait que Triple H a mis ses mains dans la pâte. Et du coup, cette relation avec Triple H et Stephanie McMahon dans le kayfabe va mener à quelque chose de réel dans la vraie vie parce que Triple H et Stephanie McMahon vont vraiment tomber amoureux dans la vraie vie. Et Triple H, à ce moment-là, c'est bien de préciser qu'il était au point de se marier avec une certaine Chyna. Et que Triple H gardait cette relation avec Stephanie McMahon en secret et que Chyna l'a découvert d'elle-même. Ce qui a mené à Triple H, Vince McMahon et Stephanie McMahon à être ligués contre Chyna et Chyna être libérée de son contrat par la WWE. J'imagine que l'idée derrière tout ça n'était pas intentionnelle. Dans le sens où je pense pas que Triple H a largué Chyna juste pour gâcher sa vie, quoi. Parce que tomber amoureux de quelqu'un, ça arrive. Mais quand t'es déjà dans une relation avec une autre personne, il faut clarifier les choses, quoi. Faut clairement mettre les points sur les i. Parce que la vie n'est pas les frères Scott, où t'auras 3 meufs qui attendront Lucas, peu importe laquelle des meufs il prend, en fait. Donc, voilà, quoi. J'imagine que l'intention n'était pas de blesser Chyna, mais Triple H s'est pris de la pire manière possible, hein, en disant rien du tout. Et du coup, ben, elle a réagi de la pire manière possible, quoi. Et ça a donné la pire des situations, quoi. Et c'est malheureusement quelque chose dont elle s'est jamais remise, hein, jusqu'à sa mort en 2016. Donc, voilà, quoi. Je vais pas trop commencer à faire le revisionniste de quelque chose qui s'est passé il y a plus de 26 ans, donc la situation est passée, la situation est ce qu'elle est, et on doit vivre dans le temps dans lequel on est. Je réalise que la vidéo commence à durer un peu en longueur, donc je me suis dit que je vais quand même faire la vidéo en 3 parties, dans le sens où je vais faire la partie de l'attitude Era, puis après la partie de la ruthless agression jusqu'à la fin de sa carrière, puis après la troisième partie ce sera juste les catcheurs qui ont été mal bookés par Triple H et qui sont enterrés par son booking. Donc voilà, pour la clarification. On continue la vidéo. Donc du coup, le cas suivant en fait c'est littéralement 2 catcheurs en même temps. Et du coup les 2 catcheurs en question c'est Taz et Tommy Dreamer. Et je vais rapporter du coup le contexte. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que Triple H dans un SmackDown aléatoire en l'an 2000 si je me trompe pas, mais il a affronté Taz qui était à ce moment-là champion de la ECW. Et ce SmackDown il se passait à Philadelphie. Philadelphie est connue pour être la maison mère où se passent les shows de la ECW. Donc du coup, dans ce climat assez hardcore, mais ils ont mis Taz face à Triple H en 1 contre 1 à SmackDown. Et du coup, on se disait que Taz va avoir beaucoup d'offenses et tout ça. Mais en fait, ce qui s'est passé dans le match, c'est que Triple H, il a un peu dominé Taz. Et que vers la fin du match, il y a Tommy Dreamer qui est venu de nulle part avec une chaise. Triple H, il a esquivé, il a attaqué Taz à la place avec la chaise sur la tête. Et Triple H, il a pedigree Tommy Dreamer. Après, il a jeté par-dessus la 3ème corde. Après, il a pin Taz pour le compte de 3. Et du coup, en fait, Triple H, il a tabassé 2 main eventers de la ECW. Avec le champion en question du monde de la ECW. Dans une situation de 1 contre 2. Avec Triple H qui les tabasse les 2 dans la maison mère de la ECW. Ce qui veut dire Philadelphie, quoi. Donc, ouais, ça, c'est assez insane. Mais pour être honnête, en fait, Tommy Dreamer et Taz, ils sont pas au niveau Triple H. Hein. Je vais même l'avouer moi-même. Hein. Pour moi, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, ok, ça fait du sens, en fait, parce que on est quand même à la WWF. Hein. Et la ECW, c'est la ligue mineure. Donc, ouais, quand on est à la WWF, mais bien sûr que la WWF va prendre le dessus sur la ECW, quoi. Ça fait juste du sens. Et genre, tu vois Tommy Dreamer et Taz, en fait, ils ont l'air de gars réguliers. Et tu vois Triple H qui est en meilleure shape. Mais ça fait juste du sens que Triple H les batte, quoi. Donc, voilà. Bref, tous les main eventers de la ECW, ils ont l'air inférieurs aux, littéralement, les mid-carders de la WWF. Et genre, c'est même pas un fait. Genre, tu vas pas me dire que Sabu est mieux que Val Venis. Ou que Mikey Ripley qu'il est mieux que The Godfather. Ça fait aucun sens, en fait. Genre, c'est un gros nom, en fait. Mais bref. Le seul, bien sûr, qui sort du lot à la ECW, pour moi, c'est Rob Van Dam, hein. Mais sinon, le reste, et un peu Shane Douglas et Raven. Mais sinon, le reste, voilà, quoi. Genre, c'est des mid-carders ou des jobbers à la WWF, hein. Mais voilà, bref. Je pense aussi que Taz, il aurait pu avoir une meilleure carrière à la WWF, juste par le look qu'il avait, quoi. Genre, c'est un look extrêmement unique, et il est aussi bon au micro, je trouve. Je pense qu'il aurait dû être dans la position de Chris T'as capté? Parce que globalement, je pense qu'il est juste mieux, en fait, que ce connard. Mais bref. Du coup, la personne qui suit, c'est
Chris. Non, non, là, c'est pas l'autre Chris, c'est bien Chris Jericho. Donc faudra éviter de faire le ding la prochaine fois, mais bref. Du coup, Chris Jericho, c'est bien sûr celui que Triple H il a essayé d'enterrer, mais à mon propre avis, ça n'a pas vraiment marché. Et du coup, Chris Jericho, en fait, initialement, il est arrivé à la WWF en 1999. Et genre, quand il est arrivé, il était massivement over. Genre, il avait des réactions de main eventer. Et c'est juste pas des blagues. Parce qu'il a interrompu The Rock, Mick Foley dans son premier segment à la WWF. Et genre, il était présenté comme une star, en fait. Mais en fait, ce qui s'est passé, en fait, pour Chris Jericho, c'est que en quittant la WCW pour rejoindre la WWF, ben, c'était perçu par tout le monde comme... Ah, le gars, il se casse de la WCW parce que ça commence déjà à couler. Parce que à ce moment-là, c'était milieu 1999, et la WWF déjà commençait à prendre le dessus sur la WCW, qui commençait un peu à couler. Donc Chris Jericho était vu comme le type qui était parti vers la terre plus verte. Et ça a énervé plein de gens backstage parce qu'ils étaient en mode ouais, mais on était là à la WWF depuis plus longtemps que lui, et même durant les temps les plus durs où la WCW est en train de botter le cul à la WWF. Donc qui ce type il se prend pour voler les spots de main event comme ça à nous? Donc voilà. Donc Jericho il avait déjà de la hit juste par rapport à ça. Puis après il a eu un match contre Road Dogg à SmackDown, il a cassé le dos si je me trompe pas. Et du coup il a eu de la hit avec l'entièreté de DX. Et du coup par même extension Triple H. Donc Chris Jericho par la suite il a été relégué dans un rôle de mid-carder malgré le fait qu'il était massivement over malgré ça. Donc c'était un peu le LA Knight avant LA Knight. Donc voilà quoi. Donc Chris Jericho il s'est retrouvé à avoir une feud face à Chyna pour le championnat intercontinental. Et du coup dans cette feud, il y avait Chyna qui se plaignait de Chris Jericho qu'il tapait trop fort. Et du coup il a eu encore plus de hits avec Triple H qui commençait à s'énerver et qui voulait le tabasser pour de vrai. Donc voilà quoi. Chris Jericho il a failli se faire virer par la suite. Juste par rapport aux plaintes de Chyna. Donc Jericho était vraiment dans une situation critique. Mais Jericho il a quand même réussi à remonter la pente par la suite. Et il y a un moment à Raw où Jericho il a eu un match contre Triple H pour le championnat de la WWF. Et il l'a battu en 1 contre 1 pour le championnat. Et la pop était massive. Et du coup ce qui s'est passé par la suite c'est que Triple H il a demandé à ce que la décision soit annulée et qu'il n'ait jamais eu de changement de titre. Vu que Earl Hebner avait fait un compte rapide. Parce qu'à ce moment-là, Earl Hebner, il était dans une feud de malade de haine avec Triple H. Hein. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, la décision a été annulée et Triple H est resté champion. Et après, il y a eu un match 3 contre 3 dans le main event de Raw, où Triple H il a terminé le match en faisant un pedigree à Chris Jericho pour le couvrir pour le compte de 3. Donc voilà quoi. Ils ont clairement présenté Jericho inférieur à Triple H. Hein. Et il y a aussi un match qu'ils ont eu à Fully Loaded 2000, où Triple H il a battu clean Chris Jericho dans un Last Man Standing. Et il y a aussi le match de WrestleMania 18, Chris Jericho contre Triple H pour le championnat indisputé. Bref, ce match il est passé après Rock Hogan, donc plus personne n'en avait vraiment à foutre de ce match. Triple H il l'a gagné, donc voilà quoi, bref. La personne qui suit, c'est une tentative d'enterrer Kurt Angle, parce que Kurt Angle, quand il est arrivé en 1999, c'était Survivor Series 1999, mais il a rapidement été établi en tant que très bon mid-carder, puis après il est vite monté dans la upper mid-card après avoir gagné le King of the Ring 2000. Mais entre-temps, il y avait aussi cette semi-romance qui avait été mise en avant où Stephanie McMahon trouvait charmant Kurt Angle et du coup ça rendait Triple H jaloux. Et de ce que j'ai compris, ça le rendait jaloux dans la vraie vie, parce que par la suite, Kurt Angle va vite gagner le championnat du monde de la WWF, et Triple H va commencer à dire de la merde backstage en disant « Ouais, ça devrait être moi qui est champion de la WWF. Personne va prendre ce type au sérieux en disant que Kurt Angle, il est trop petit. » Et si je me trompe pas, il y a Gerald Briscoe ou Pat Patterson, je sais pas, l'un des deux, qui a dit que Triple H, s'il continue de parler tant de merde sur le dos de Kurt Angle, mais pourquoi il le dit pas en face? Ce qui est clairement la meilleure chose à le dire, et Triple H a commencé à fermer sa bouche. Parce que Kurt Angle, hein, malgré le fait qu'il a l'air visuellement moins imposant que Triple H, mais c'est un putain de médaillé olympique, hein, qui a gagné les putains d'olympiques avec une nuque cassée, donc Kurt Angle, s'il voulait, en fait, il essuierait littéralement le sol avec le corps de Triple H, donc voilà quoi, Triple H a vite compris ça, hein, parce qu'il commence à parler de plein de merde sur le dos de Kurt Angle, hein, mais s'il le disait en face, hein, il aurait vite
changer sa version, donc voilà. Et du coup, ça a jamais vraiment mené à une conclusion de ce triangle amoureux entre Stephanie McMahon et Triple H. Hein. Donc, Triple H, il était à chaque fois énervé à propos de la tournure de la storyline. Et du coup, il y avait toujours des bric-brac avec aucune conclusion et des segments qui servaient à rien au final. Donc voilà quoi. C'était vraiment de la jalousie, hein, le gros exemple de la jalousie hein, de Triple H. Donc voilà. Et du coup, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à dire si j'ai manqué d'autres catcheurs que Triple H a enterré à peu près durant cette période de l'Attitude Era. Même avant, même l'Attitude Era, parce que ça commençait pas que à l'Attitude Era. Hein. Peut-être que Triple H a enterré des gens avant 1997 et que j'ai pas la connaissance à propos de ça. Mais voilà. Et du coup, ZOG vous dit de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Et ZOG vous dit à plus tard. Bref.